Voilà, alors pour cette première partie d'année, je vous ramène en 1789 pour ce qu'on appelle traditionnellement la Révolution française. Avant de commencer, je voudrais peut-être clarifier le titre, puisque vous voyez, je n'ai pas écrit la Révolution française. Euh, En fait, il y a un problème avec le terme révolution. Ce terme donne l'impression, en fait, que le peuple français n'a fait qu'une seule et même chose pendant l'année 1789, c'est se battre. Ce qui n'est évidemment pas vrai. L'année 89 et même toutes les années qui suivent, et j'y arrive dans une petite seconde, alors ces années sont en fait marquées par bien sûr des moments de violence, mais il y a aussi des temps faibles, si vous voulez, en tout cas des moments où la loi a repris le dessus, où la révolution, entre guillemets, s'est un petit peu essoufflée. Et donc il fallait trouver une expression qui marque ces cycles dans temps fort, temps faible, temps fort, temps faible. Et l'expression les mouvements révolutionnaires est sans doute meilleure que le terme révolution tout seul. Alors il y a une deuxième chose dans le titre, comme vous pouvez le constater, c'est 1789 n'est pas toute seule. J'ai préféré indiquer entre 1789 et 1799 parce que la révolution ne s'arrête pas le 31 décembre 1789. Elle se poursuit en fait sur toutes les années au-delà. Nous, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur 1789-1792, mais après 92, ça continue encore. Et la fin de la Révolution, aujourd'hui, traditionnellement, les historiens acceptent de dire que c'est plutôt Napoléon qui arrive au pouvoir en 1799. Voilà pourquoi c'est plutôt les mouvements révolutionnaires en France entre 1789 et 1799, et non pas, entre guillemets, la Révolution française de 1789. Alors dans un premier temps, on va quand même revenir sur les causes de la Révolution française. Je vais continuer à dire Révolution française parce que c'est beaucoup plus simple, ou en tout cas c'est beaucoup plus court. Mais sachez donc que c'est une expression que je déteste profondément, en fait. Alors revenons donc sur les causes de la Révolution française. Euh, pour comprendre, il faut quand même un tout petit peu revenir avant la Révolution française, et je vous propose un petit flashback jusqu'à Louis XIV, que vous avez là devant vous. Pourquoi un flashback jusqu'à Louis XIV? Parce que c'est lui qui définit le régime politique français dans lequel se trouve la France jusqu'en 1789. Alors, les caractéristiques de son régime, elles sont sur l'image. On ne peut pas faire mieux comme image pour exprimer combien son pouvoir est absolu. Vous avez le roi en majesté, c'est-à-dire debout, dans son manteau d'hermine. Il a à sa ceinture l'épée qui le représente comme chef de guerre, chef de l'armée. Il a dans la main le sceptre et sur le coussin derrière lui la couronne, qui symbolise son pouvoir politique. C'est le chef absolu, incontestable et incontesté en France. Et puis sur le coussin, à côté de la couronne, vous avez la main de Dieu, ce qu'on appelle aussi la main de la justice, qui est en fait le symbole de son pouvoir d'origine divine. Souvenez-vous, Louis XIV considérait que c'était Dieu qui lui avait donné son pouvoir, et la main de Dieu est le symbole matériel de ce pouvoir divin. Alors c'est donc lui qui en définit les caractéristiques. Ce régime est poursuivi par son successeur, Louis XV, le voilà, d'ailleurs vous voyez que si les couleurs et le ton de l'image ont changé, en fait le fond, la manière dont le roi est représenté, pas du tout, on a les mêmes attributs, le roi en majesté, debout, l'épée, le sceptre, la couronne et la main de Dieu, on peut pas faire mieux, c'est exactement la même représentation. Alors Louis XV, juste pour le mettre dans son contexte, Louis XV, il règne de 1715 à 1768, donc lui aussi a un règne très très long. Louis XIV presque 70 ans, Louis XV à peu près 40 ans, ce qui est évidemment énorme. Il est dans un régime qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de son prédécesseur, Louis XIV, et en fait, son successeur, le voilà, Louis XVI, celui qui va vraiment nous concerner, est exactement dans la même lignée. Et d'ailleurs, vous le constatez. Alors encore une fois, l'image s'est assombrie. L'idée, c'est de faire porter la lumière sur le roi. Et vous avez là le roi, comme dans les autres images, en majesté, avec le manteau d'hermine, l'épée à la ceinture, le sceptre et la couronne pour marquer son pouvoir politique, la main de Dieu pour marquer son origine, l'origine de ce pouvoir qui serait donc divin. Mais on a un roi qui se présente exactement dans la même lignée que ses deux prédécesseurs. Alors l'intérêt de ce petit rappel politique, c'est aussi de vous dire que au moment où la Révolution française va éclater, en 1789, il y a d'autres régimes politiques dans le monde qui ne sont pas absolus. Alors je vous donne deux exemples qui sont
finalement assez proches de la France. Le premier, c'est l'Angleterre. Alors, l'image que vous avez là, c'est l'image de la décapitation de Charles Ier. Cette révolution en Angleterre, elle a lieu au milieu du XVIIe siècle, au moment où Louis XIV monte sur le trône. Au moment où Louis XIV monte sur le trône, les Anglais, eux, en ont marre de la tyrannie royale. Ils n'en peuvent plus de ce régime absolu dans lequel ils sont écrasés par le roi, et le symbole de cette tyrannie pour la population, c'est Charles Ier, et donc ils décident de le décapiter. Alors, ils vont mettre une trentaine d'années à trouver la meilleure solution politique, mais en 1689, donc 100 ans exactement avant la Révolution française, en 1689, les Anglais choisissent de conserver la monarchie, mais de la transformer et de faire en sorte que le roi soit limité dans ses pouvoirs. Ils choisissent la monarchie constitutionnelle. Le roi est limité par la loi. En 1689, Louis XIV est encore sur le trône, et vous voyez donc qu'on peut être simultané dans le temps, quasiment au même endroit, hein, France, Angleterre, on est en Europe en tout cas, et avoir des régimes politiques complètement différents. Alors donc, première possibilité, il y avait la monarchie constitutionnelle, l'Angleterre l'a très bien fait dès la fin du XVIIe siècle. Et puis il y a la deuxième version, alors c'est un tout petit peu plus radical, mais celle-là on en a déjà discuté l'année dernière, c'est la Révolution américaine. Alors, vous l'avez sur l'image, les colonies américaines vont s'unir, c'est le Unite or Die, elles s'unissent contre le pouvoir anglais qu'elles considèrent comme tyrannique. Là aussi, c'est la population qui n'en peut plus d'un régime politique. C'est la population qui veut changer un régime politique. Alors, ici, dans le cas de la Révolution américaine, ils vont changer complètement de régime politique, puisque eux, Américains, une fois que la Révolution sera réussie, ils vont adopter le régime républicain. Ce qui est évidemment tout à fait différent de la France, où on est encore à ce moment-là dans une monarchie, ce qui est aussi différent de l'Angleterre, qui a conservé le principe de la monarchie. Mais donc, en 1789, il y a moyen de faire de la politique autrement, en Europe et dans le monde. Et pourtant, Louis XVI a décidé de rester dans le modèle absolu. C'est un choix. Souvenez-vous, on a vu ça en fin d'année dernière, à cette époque-là, il y a les Lumières en France et en Europe. À cette époque-là, il y a la naissance de la liberté de penser, de la liberté de la liberté d'expression. Et pourtant, Louis XVI ne veut rien voir. Il a décidé d'être dans un régime absolutiste. Alors ça, c'est le principe du régime politique. Alors forcément, ce choix de rester dans un principe, dans un modèle absolu, va avoir des conséquences terribles, et en particulier socialement en France. Donc je vous propose de passer à la partie 1, la contestation du régime politique. Alors, contestation du régime politique, en différents morceaux. Je vous propose d'abord un tout petit retour sur la situation politique, la situation sociale, de la France. Souvenez-vous, on a une France pyramidale, le roi au-dessus, en dessous, à égale distance, ou en tout cas sur un pied d'égalité, la noblesse et le clergé, et puis en dessous, aussi nombreux soit-il, mais en même temps complètement dénué de droits politiques, il y a le tiers-état. Alors si vous vous souvenez bien, on l'avait dit, le tiers-état c'est 98% de la population au moment en 1789. Le document est assez clair là-dessus, et donc vous l'avez sous les yeux. Qu'est-ce que le tiers-état? Tout. Déjà 98% de la population, ça fait beaucoup. Mais si vous vous souvenez aussi de ce qu'on a dit l'année dernière, le tiers-état, c'est les agriculteurs qui produisent les matières premières, les artisans qui transforment les matières premières en produits finis. Mais ce sont aussi les bourgeois qui commercialisent, vendent, achètent ces produits finis. Donc tout le système économique français est ancré sur le tiers-état. Donc non seulement il est démographiquement plus important, mais en plus il est économiquement essentiel à la survie, ou en tout cas au bien-être de la France. Et pourtant, et c'est exactement ce que dénonce ce document, qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien. Le tiers-état, on l'a vu l'année dernière, n'est pas représenté. Il n'a aucun droit, aucune voix. Si, il a le droit de payer des impôts, ça il peut faire, mais c'est accablant puisque noblesse et clergé, eux, ne payent pas d'impôts. Et
couronner le tout, si on peut dire ça comme ça. On voit bien dans ce document, c'est un document d'ailleurs qui date de 1789, on voit bien dans ce document, et c'est le troisième point qui est mis en exergue, que demande-t-il à devenir quelque chose? L'idée c'est ça. En 1789, on est à un point de rupture. C'est un point de non-retour. Pour des raisons que on va voir maintenant. Et donc, l'idée c'est effectivement que le tiers-État n'en peut plus. Alors, si Louis XVI avait été attentif, il aurait remarqué que lorsque les Américains ont fait ça, ça a donné la Révolution, et lorsque les Anglais ont fait ça, ça a donné la Révolution. Mais il n'a rien voulu voir, il a poursuivi dans son système. Alors il y a d'autres problèmes évidemment en France que l'organisation sociale, et en particulier des problèmes économiques, ce que je vous propose de voir maintenant avec ce document-ci. Vous avez le budget du Royaume de France en 1788, vous voyez qu'on se rapproche, 1788, on n'est pas très très loin de ce qui pour les Français est une catastrophe absolue. Et vous constatez très bien sur l'image que la balance de l'économie française, du budget de la France, est déficitaire. Il y a plus de dépenses, et ces dépenses sont majoritairement constituées de la dette, ce qui est quand même particulièrement grave, c'est que la moitié des dépenses de l'État, c'est uniquement pour rembourser les dettes vis-à-vis des autres pays. Et non seulement donc il y a une dette immense, mais donc il y a plus de dépenses que de recettes. Il y a plus d'argent qui sort du royaume que d'argent qui en rentre, ou qui y rentre. En particulier, on remarquera que l'argent qui y rentre, c'est les impôts, ce qui est d'autant plus grave parce que c'est évidemment, encore une fois, le tiers-État qui les paye, et pas les autres. Donc on a une situation où politiquement le tiers-État demande à être quelque chose, et économiquement, il est écrasé par les impôts. Alors, ça va mal finir, parce que en 1789, apparaissent ce qu'on appelle des cahiers de doléances. Alors vous l'avez là, vous en avez un exemple, voici le cahier de doléances de la paroisse de l'Auvergne. Vous en avez un autre, le voici, qui est lui plutôt le cahier de doléances des habitants de la commune de Cerilly. Et ces cahiers de doléances sont en fait des recueils de plaintes portés par le tiers-État contre, ou en tout cas portés à l'attention du roi par le tiers-État. Et si vous êtes attentifs, et je vais vous le lire, il est là, le premier article de la quasi-totalité de ces cahiers de doléances, c'est les impôts. Et dans ce cas-ci, le cahier de doléances de la commune de Cerilly dit ceci: l'état actuel des finances paraît exiger de nouveaux impôts, le roi en demande. Cependant, la plupart des classes du tiers-État gémissant sous le poids accablant de ceux qui subsistent, semblent être dans l'impossibilité d'en supporter davantage. Elles, donc toujours les classes du tiers-État, elles ont à peine ce qui leur est absolument nécessaire, le pain. Alors vous constatez que dans ces cahiers de doléances, ce qui revient en premier, c'est l'alimentation et les impôts. Un mot sur l'alimentation, et je termine avec ça. Il faut savoir qu'en 1788, il y a une famine absolue en France, pour des raisons assez simples, c'est qu'il y a un léger dérèglement climatique, ce qui fait un tout petit peu écho à aujourd'hui, et en 1788, les récoltes sont mauvaises, voire catastrophiques, ce qui fait que, comme les récoltes sont mauvaises, les gens ne peuvent plus s'approvisionner, et donc c'est la famine, on manque de nourriture, ce qui rend la situation d'autant plus désespérée. Alors ça c'est une première chose, je vous propose d'entendre la solution proposée par le ministre des Finances pour régler ce déficit. Et c'est une solution qu'il fait, c'est une proposition qu'il fait au roi. Alors vous allez voir, c'est un extrait vidéo, le roi il est reconnaissable, il ressemble au portrait que vous avez vu dans la partie précédente. En face de lui, c'est donc le ministre des Finances, Necker.